Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour, je suis très ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine d'Equinox ce soir. D'après les responsables américains, les États-Unis ont l'intention de mettre fin à plus de 17 millions de dollars, soit environ 9,8 milliards de francs CFA d'aide à la sécurité au Cameroun. L'aide militaire dont il s'agit intègre des fonds pour des radars, 4 patrouilleurs de classe défenseur, 9 véhicules blindés, des programmes de formation pour les avions et hélicoptères C-130 et enfin le retrait d'une offre pour le Cameroun d'être candidat au programme de partenariat d'État. Il a également évoqué l'arrêt au détriment du bataillon d'intervention rapide, de la mise à niveau planifié et financé par les États-Unis d'un avion Cessna. Cette réduction de l'aide militaire intervient alors que les violations présumées des droits humains pèsent sur l'État du Cameroun, d'après de nombreux rapports d'Amnesty International. Violation présumée des droits humains, les États-Unis réduisent leur assistance militaire. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Violation présumée des droits humains, les États-Unis réduisent leur assistance militaire. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Begeni Abek. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alain Autou. Heureux de retrouver la table d'Equinox. Voilà. Et je profite de réitérer mes félicitations parce qu'Equinox arrive à conduire des débats dans le calme, dans le silence, sans agitation, comme je vois partout ailleurs. Ok, merci. Sur ce plateau également, il est là. C'est la toute première fois. Apollinaire Kemegne, bonsoir. Merci Serge de m'avoir donné la parole. Et avec tous mes co-panélistes, j'espère que nous allons faire un bon débat. Et voilà ce que je voulais dire. Vous êtes le président de la jeunesse patriotique du Cameroun. C'est ça. Voilà, un parti politique légalisé, hein? Oui, bon, c'est un vieux parti politique depuis au moins plus de 12 ans. Ok, voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci. Juste à côté de vous, Fa Elvis Tayon. Welcome, sir. Thank you very much, Serge Alain. Thank you to all the televiewers of Equinox and of course this darling program Equinox One, and greetings to the people of Gunoko Village. Gunoko Village. Gunoko Village as usual. Once again. You know, it has not been easy. In Bengui, we have been we have been suffering from blackout, power failure for some time with sporadic gunshots from one angle to another. We have been running helter-skelter for our lives, and it has not been very easy. We are from a war-torn zone, but then we keep praying to God to get us through this quagmire of war. Okay. Comment ça se passe là-bas? Il y a le lockdown? Yes, a terrible lockdown, and of course, you know, it was earlier scheduled by the restoration forces to be for 1 month. And of course, with agitations and other like, it was brought down to 9 days, excluding the Monday, which is usually what they call ghost town days. And so making a total of 10 days. But then it was timid in some parts of the northwest and southwest region. First day it was effective. Second day it was a little bit timid. But I think yesterday we understand the restoration forces equally fired guns in Limbe, and of course on the major streets of Buya, Malingo, Muliko area, and Bunduma, and so with the restoration forces present with their AK-47, it tells you that we are not very safe, and so the government needs to do something as far as brokering the peace deal between the English-speaking part of Cameroon and the other parts of Cameroon as fast as possible, because lives are fast going down the drain. Ok. Jean Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Bonsoir à tous les spectateurs et bien évidemment aux copanélistes. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien cela? Tout à fait. Et comment savez-vous, quel sens vous donnez à cette autre sortie, on va le dire, patente des États-Unis vis-à-vis du régime de Yaoundé? Alors, si la nouvelle est confirmée, parce que jusqu'ici elle n'a pas été confirmée par les officiels américains, ni par les officiels camerounais,
les officiels américains auraient bien évidemment pu se prononcer là-dessus après ce tollé général que cette nouvelle a provoqué dans les réseaux sociaux et dans la presse. Ni le Pentagone, qui est le ministère américain de la Défense, ni le département d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, mais la presse en fait large écho aujourd'hui. Bien évidemment, ne s'est prononcé sur la question. Donc, il n'y a que la presse et les réseaux sociaux qui se sont servis d'effectuer cet abondant relais lors de cette information. Donc, je pense que si elle est confirmée, comme je disais, ce sera un coup dur pour le Cameroun. Parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance militaire du monde et elle est dotée d'une certaine expertise pointue qui est prémunie pour accompagner les États moins nantis militairement afin qu'ils se perfectionnent dans le domaine militaire. Et je crois que le Cameroun a, dans ses rapports anciens avec les États-Unis, a longtemps bénéficié de cette coopération militaire avec les États-Unis. La dernière en date est d'ailleurs celle des 300 soldats américains qui ont été déployés dans la région du Septentrion dans le cadre de la lutte contre Boko Haram depuis 2015, et je crois que leur mission est arrivée à terme en octobre 2018. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine entente cordiale et une coopération gagnant-gagnant, militaire gagnant-gagnant entre le Cameroun et les États-Unis. Donc si cette nouvelle viendrait à être confirmé, je crois que ce sera un coup extrêmement dur pour le Cameroun, non seulement sur le plan matériel, sur le plan financier, mais également sur le plan militaire. Voilà, les Guinéens, dites-moi, cette sortie on va le dire, hein, on n'est pas encore à 100%, on attend les confirmations, cette sortie des États-Unis, c'est une façon de désapprouver la politique de Yaoundé? Il me semble, parce que nous savons que par le passé, il y a eu des sorties du représentant américain. Surtout comment Yaoundé gère le conflit avec Boko Haram. Il y a le sud-ouest, le nord-ouest. C'est tout ça qui amène les États-Unis à monter au créneau? Tout à fait. C'est juste un avertissement sérieux. Il est vrai, nous a souvent dit, la rumeur, elle vient d'en bas. Oui. Nous attendons la confirmation du haut. Mais la rumeur ne vient pas de rien. Il y a quelques éléments de preuve. Ils vivent la situation. Ils sont même plus renseignés que nous en cette matière. Et je pense que c'est un avertissement que le gouvernement doit prendre au sérieux. Surtout que cet appoint de trésorerie, c'est pas seulement dans l'armement. Il y en a pour la formation des forces de l'ordre, etc. Donc c'est très important. Ok. Stéphane, il y a justement ce problème, on s'appuie, Amnesty International a dressé un tableau pas très reluisant, on va le dire comme ça, de la situation, surtout dans la partie septentrionale du Cameroun. Ce sont des éléments qui ont pesé pour que les États-Unis en arrivent à cette décision-là. Yes, I think that we have to understand that with the operations of international diplomacy, there are mechanisms that are put in place for a particular country to take a final decision. You know, those things don't just come overnight. There are methods under which they operate. For example, the collection of data through their security services and through their various diplomatic services also counts. Whosoever says it, and remember, most of those their areas are open, the contacts are open. If you go even to Googles, you could get American US Embassy lines, you could get the State Department lines over there in Washington, D.C., just like in any other country. So many people, as far as the problem is concerned, have access to these sites. Now, when it comes to international organization, those that have stood the test of time in terms of credibility also have an influence. For example, Amnesty International has reported several times against the wrongdoings of Cameroon and the military, and also complaints regarding the manner in which the government is handling major issues like the Anglophone crisis in Cameroon. And most of the times, you will see the Minister of Communication will bluff up and say probably it's just like the Amnesty International wants to destabilize the country, which they have no interest in that, so to say. These are all derogatory statements that sometimes we say without knowing the impact. And so if Amnesty International makes a report, for example, and we have other various international organizations that are credible and also known within the rank of the US government as credible-worthy, when they do a report of that nature, they have an impact. And of course, you know, in diplomacy, there are some decisions that will come from diplomatic services that will not be so straight as we think it, for the reason that
most of those things are done taking into consideration the fact that it should not also jeopardize the peace and security of a respective nation. So if you look at the report Amnesty International puts, which I know that the US is taking it very seriously, we will be thinking that the government, instead of refuting the allegations, or instead of backing up or using some mechanisms to defend the actions of human rights abuses that are in their numbers, they need to instead call the various parties like the security forces to be in order. Look at the situation of a few days ago in Bole. These are guys who were at the market square in Bole. People seem not to understand what is happening in the northwest and southwest region. We who live in these areas, we feel the pain. And I think that if Cameroon is one and indivisible, my cry from Bole is also supposed to affect a man in Gelemenduka. My cry in Furawa is supposed to have a pain to do with a man in QC. If these feelings start getting across, I'm sure that's when we start getting to know that it is not just out of mere reasons that people just get up one day, of course, to revindicate. If you look, more than 14 corpses were lying at the market square in Bole there. And these are people that military stumbled on them and fired around them. Many of them ran into the bushes, and I'm sure many will die into the bushes with a gunshot wounds because hospitals are not operating there at all. Je vous en prie, on ne va pas. Non, on ne va pas. On va pas. Non, je vous en prie, on va pas. On se disperse un peu dans le débat. Non, on va pas aller dans ce sens, je vous en prie. On va pas. Restons courtois. Apollinaire Kamenye, les États-Unis ont raison de sonner tirer la sonnette d'alarme. Si c'est vrai, c'est que les informations sont vérifiées, je pense que c'est un coup du bout de l'État. Mais avant cela, je tiens déjà à faire un hommage à nos soldats et forces de sécurité et aussi qui ont pu périr sur ces zones, sans oublier des civils, qui est vraiment d'ailleurs, avant que je ne puisse venir à votre thématique, cette situation que nous vivons déjà un peu si longtemps. Pour donc vous dire que si les États-Unis aujourd'hui ont pris l'initiative, si c'est vérifié, je pense que l'État, avec ce qui se passe dans la région du nord ou du sud-est, il semblerait déjà qu'il y a eu 2 fois déjà une descente de l'ambassadeur des États-Unis, 2 sorties déjà, qui doit déjà attirer notre attention pour que l'État aujourd'hui puisse déjà comprendre qu'il faudrait mettre en place un esprit de dialogue inclusif. Faites en sorte que aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, que le Cameroun puisse sortir dans cette situation que je qualifie d'obscurantisme, pour que demain nous puissions avoir un devenir meilleur pour ces jeunesses aujourd'hui qu'on déjà nous devons fêter le 11 février et que ces fêtes de jeunesse déjà dans certaines régions du Cameroun ne sera pas bien célébrées. Donc je crois que aujourd'hui le Cameroun doit comprendre que surtout les élites qui gèrent le Cameroun aujourd'hui, les responsables du pays, donner des informations justes et crédibles au président de la République du Cameroun que l'heure est grave. Parce que déjà, si, je vais vous dire, les informations que j'ai pu acquérir aujourd'hui même à partir du littoral de Douala-Bonabéry, il n'y a plus de bus, même des gars qui font les petits commerces là pour le sud-ouest, nord-ouest, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a une situation où l'État ne doit pas laisser les mains croisées. Monsieur Serge, si vous croyez que c'est des petits problèmes qui sont en train de se passer au nord ou au sud-ouest, je vous dis non. L'État doit trouver des solutions. Faire ce qu'on appelle une réconciliation et donner la possibilité à un dialogue pacifique tout en incluant les responsables religieux. C'est ce qu'on nous demande. L'État ne doit pas confisquer le dialogue. Même en Afrique du Sud, il y a eu ce qu'on appelle Commission Vérité et Réconciliation. Et si on ne le fait pas dans notre pays, il y aurait toujours ces dérives que nous sommes en train de voir. Et nous, les hommes politiques, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous ne pouvons que contribuer à appeler et attirer l'attention des autorités compétentes en place pour le moment, de comprendre qu'il faudrait donc chercher comment résoudre ce problème pacifiquement, sans toutefois aller dans le sens un peu que je qualifierais un peu de guerrier. Parce que je vais chuter pour dire que une guerre asymétrique, on ne peut pas gagner une guerre asymétrique. Et d'ailleurs, pour vous dire que j'ai fait beaucoup de pays en Asie, surtout au Vietnam, je vous ai dit en coulisses que j'ai vu de Hanoï pour aller jusqu'au sud, qu'on appelle Ho Chi Minh,
c'était que des cimetières des Américains, parce qu'ils n'ont pas pu gagner la guerre. Mais vous pensez qu'une guerre symétrique, comment pouvez-vous gagner une guerre symétrique avec des invisibilités? Donc si l'État, on ne compte pas. C'est ça que l'État doit comprendre, qu'il faudrait que l'État comprenne qu'il faut un dialogue. Vous faites la guerre avec les qui? Les invisibles. Mais non, il faut qu'on revienne sur terre, qu'on puisse endurcir nos cœurs, nos mœurs. Ce n'est plus le temps d'aller vers le sens de l'hypocrisie, chercher à pouvoir faire la guerre avec des gens qu'on ne peut pas les connaître. Oui, Elvis, vous savez quand même que il y a 2 jours, je crois, à Bouillard, des gens ont perdu la vie parce qu'ils ont, selon les séparatistes, bravé l'interdiction. Yeah. Voilà, pourquoi vous voulez toujours mettre le tort sur l'armée? No, now this is the issue here, sir. Parce que même l'ambassadeur l'a dit au mois de mai, non? Que les responsabilités sont partagées. Yes, I am coming into it detailing. When we talk about human rights abuse, it falls on both sides. Voilà. That we don't refuse. Voilà. Now, what are we saying? In a case where there's a superior force, because the military is a regular army. Voilà une disproportion. When I say regular force, they are superior and they are trained in what they are doing. They know how to manage crises of that nature. But those who are doing the guerrilla warfare have never been trained how to hold a gun in the first place, nor have they been taught on ethics when it comes to behaving when war issues are at stake or victims. And so when we look at it, though the abuses are on both sides, but we are saying that in the main reason, we'll be looking at what are some of the issues that are causing the abuse. Of course, you will bear with me, I don't want to be going detail into it, because in the early periods of it, even around Bello, there were horrible videos we saw, because the military was like hampering on the secessionists so that they should calm down. But now, taking it and violating the human rights system made the same secessionists themselves, or what we call the fighters, who also took upon themselves to revenge. So when you see issues start going barbaric, it's because something caused it somewhere, and therefore we don't support any of them. That's the truth. Because we keep on saying that the taking away of human life is not what we value, because everybody is created by God. That one is for sure. But then, on a conventional war, you could say things equally. If Cameroon is fighting with Nigeria, for example, you could blame Nigerian army and blame Cameroon army for gross violation of human rights. But in a case where there's an upper hand, now with a lower hand, the upper hand is a guerrilla warfare, just like my brother is saying here, that it's like invisible. And so if you look at it, when they come out, they look at what they can target, which can intimidate the population to get back to respect the laws given by the secessionists. Now that is their own tactic they used. It's not conventional war. They have not been taught into that, and so they will go over on excesses. But now on the side of the military, who are taught in the military school, they are taught human rights. In the war college, they are taught all the various ethics. Means that we could not be fully putting on a balance the abuse of the human right, because military could well handle it with the professionalism they have than those who are restoration forces. Ok, et Jean Sémé, sur cette sortie de l'ambassadeur américain au mois de mai 2018, il mettait dos à dos les forces de défense camerounaises et les forces séparatistes. Mais cette sortie qui fait parler depuis 2-3 jours, nulle part on évoque même les séparatistes. Écoutez, pour revenir à sa sortie de mai, la presse l'avait abondamment traité. Et si j'ai bonne mémoire, effectivement, M. Peter Balerin avait mis dos à dos les forces séparatistes et l'armée camerounaise. Je vais retenir simplement l'armée camerounaise parce que il avait dit qu'il y avait des assassinats ciblés qui étaient orchestrés par les forces de défense et de sécurité, voilà, des détentions arbitraires, mais également des sortes de descentes punitives où il y avait on incendiait les maisons, etc., etc. Et ça avait été pris d'un très mauvais goût par l'État du Cameroun, et vous savez que ça lui avait valu une convocation au niveau du ministère des Relations extérieures. Il s'était expliqué là-dessus. Et il y a eu d'autres faits en rapport avec ces diagnostics qui ont été effectués par certaines organisations internationales. Le COPANIS l'a signifié tout à l'heure. Il y a eu Transparency International qui a émis des rapports qui étaient extrêmement défavorables contre l'armée camerounaise. Il y a eu Human Rights Watch qui l'a fait également, et je crois qu'il y a Amnesty International. Et tout cela avait été pris d'un très mauvais goût par le gouvernement camerounais. Donc je pense que tout cela a contribué à ce que il y ait une influence sur la décision des États-Unis aujourd'hui, à côté de ce travail de SAP, de ce travail de lobbying intense qui a été effectué par la vitrine politique des séparatistes au Congrès américain, dans les chancelleries occidentales, afin que
la cause, ou alors cette présumée action de l'armée camerounaise soit retenue par ces chancelleries. Et je crois que lorsqu'on prend tout ce mélange, on ne peut pas être étonné de la décision des États-Unis aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu entre-temps un changement de pouvoir. On est passé d'un pouvoir démocrate à un pouvoir républicain. Et vous savez que Monsieur Trump a toujours eu des sorties. Mais lorsque l'ambassadeur fait sa sortie, Trump est là. Trump est là, bien évidemment, oui. Et ce n'est pas la seule. D'ailleurs, en octobre, je crois qu'il est revenu avec une autre sortie qui n'avait absolument rien à voir avec la crise anglophone, mais qui était en rapport avec le régime de Yaoundé, là où il avait demandé au président de la République de penser à sa retraite. Oui. Et là aussi, le gouvernement camerounais avait pris ça d'un très mauvais goût, mais ça donnait déjà cette tension qui existait entre le gouvernement républicain Trump et le gouvernement du Cameroun. Donc, lorsque on fait une certaine analyse de fil à aiguille avec tous ces événements, en prenant les sorties de l'ambassadeur des États-Unis, la réception de certains présidents américains par Trump, où il n'y avait pas le président camerounais, mais également ces rapports qui ont été rendus publics par les organismes, certaines associations internationales. Donc, on n'est pas aujourd'hui surpris que l'armée camerounaise soit mise sur le devant de la scène, ou alors qu'il y ait des sanctions à l'encontre de l'État du Cameroun. Mais seulement, n'oublions pas que sur le terrain, autant on peut décrédibiliser l'armée camerounaise, mais autant on peut mettre au passif des séparatistes. C'est un fait extrêmement grave. Et je crois que dans la majorité des rapports qui ont été rendus publics, par exemple Amnesty International à une certaine époque, au début, certainement, ils prenaient un peu fait et cause pour les séparatistes, et ça avait été déclaré par le gouvernement camerounais, mais au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des exactions très graves qui étaient commises par les séparatistes. Et on aimerait voir de plus en plus que des rapports soient équilibrés. Et pour revenir sur la question de la suspension de l'aide américaine, je crois que tout cela a contribué à ce qu'aujourd'hui on en arrive à cette suspension de l'aide américaine au Cameroun, si cela est confirmé, parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas la confirmation de cette décision. Beginning avec la suspension présumée de l'aide, est-ce qu'elle a tenu une réduction. Est-ce que ça a tenu compte des exactions du côté des séparatistes? En fait, à en croire à ce qui nous est dit dans les réseaux sociaux, se fonder sur le fait que notre gouvernement n'arrive pas à clarifier les enquêtes qu'il a engagées sur les faits que les États-Unis, ou alors l'ambassadeur, a évoqué, tel le militaire qui avait été arrêté, on avait annoncé des enquêtes. Mais pour ma part, si l'ambassadeur a dû faire une sortie sur la retraite de notre président de la République, c'est une lecture qui peut être erronée de ma part. Il connaît le système. Il y a bien de choses que le système met en action sur le dos du président de la République. Je ne pense pas que le président de la République peut être d'accord de perdre 17 millions de dollars américains qui vont servir à former les forces de l'ordre avec un pays qui nous fournit de la logistique pour mieux lire les actions et les prévenir de Boko Haram. On s'amuse avec. C'est tout un système, et je pense que le fait que le président soit maintenant comme reclus, je suis sérieux dans ce que je dis, c'est les autres qui gèrent, qui donnent cette impression qu'on est fâché. Ils sont fâchés des faits réels, vérifiés et vérifiables. Lorsqu'on arrive à tuer, j'appelle un ambazonien, on peut l'identifier. Ils peuvent clarifier. Est-ce que c'est des Camerounais ou alors c'est d'autres bandits de grand chemin qui viennent infiltrer le mouvement qui se passe de l'autre côté? Pourquoi on ne nous dévoile pas ça? Il faut le dire. Depuis que ça se passe, on a eu à arrêter en dehors de Sissikou et autres. Il y a bien de gens qu'on tue là-bas. On ne connaît pas leur identité. Il faut clarifier. Les fautes, les violations de droits de l'homme sont de part et d'autre.
des droits humains. Voilà le président de la République qui dit il veut de l'aide, il attend de l'aide. Des religieux veulent organiser une conférence qui peut aboutir à une espèce d'accalmie avant de procéder à un réglage des choses qui ne vont pas. Un zélé empêche un élu du peuple peut s'opposer et puis maintenant il viole les droits des commerçants en allant sceller leur boutique. C'est une violation. Le maire ne peut agir comme ça que quand ils sont en infraction fiscale, lorsqu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Donc c'est ceux qui entretiennent. Ce n'est pas parce que moi je ne bois pas de l'eau, je ne réclame pas, c'est mon droit, que je vais empêcher que l'autre ne réclame parce que les problèmes sont les mêmes partout. Où est-ce que cela est dit? Lorsque une revendication, qui est d'ailleurs appelée droit humain, porte sur les droits naturels que moi j'appelle naturels, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé, une armée descend bloquée? Non. C'est le blocage qui est en infraction. Les droits humains, vous marchez pacifiquement pour dire à votre État qui n'est pas un monstre. L'État émane du peuple. Ceux qui gèrent l'État ne gèrent pas l'État pour eux-mêmes. Ils gèrent l'État pour leur population, qui leur donne les moyens, les impôts et les taxes. Moi, je pense que cette façon de faire, Jean-Jacques Rousseau l'avait senti au plus vite. Il avait vu le danger que les gouvernants deviennent ceux qui ne cherchent que leurs intérêts et non l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, sous le prétexte de force de l'ordre public, il n'y a pas de trouble à l'ordre public dès lors que vous revendiquez un droit qui vous est droit humain. Okay. Vous ne cassez pas. Okay. Elvis, dites-moi, cette réduction de l'aide, c'est une façon pour les États-Unis de mettre la pression sur le régime en place pour résoudre la crise anglophone? C'est une façon de dire que bon, il faut faire quelque chose de ce côté-là. Yes, as we said earlier, that if it is confirmed, because as journalists, I think we are still working on that information, but then if it's confirmed, it will be automatically a measure or a means for the government to be put under pressure to resolve the crisis. You know, as our panel journalist just said some few minutes ago, George Semen, that if you realize critically, there was first of all what we call Cold War, because in diplomacy, there are things that could be arranged openly, and there are things that could be warming beneath under the table. And so, you know, I will let people should understand that the last experience with the American ambassador when he left when he left Etudim, and then, you know, with the Minister of External Relations exchanging what was not a very good sign for Cameroon's relation with US of A. And in that manner, we realized that one thing is for sure, that, as I said earlier, we are now in a digital world. In a digital world, even a mother who is shot on the streets, the images can reach the White House within 1 minute. Obviously. Because there are people who are specialized in picking up images of mothers killed on the streets, children shot on the road, and all the like, and they compile and send. And so what we are saying here is that as far as this goes on, now if US of A, United States of America, decides to cut its spendings, it's just for a simple way to tell the states that you must do something to resolve the crisis. And one of the things you must do to resolve the crisis, as our political analyst said, is getting to the table. And another issue is cautioning the military that are carrying out the job to be more precautious and more professional. Because, as I said earlier, we will agree that the military is doing quite much, and of course they are taking quite a lot of risk. You know what it means to go into an area that you are not used to? It's very risky. Why you don't know who is who? It's just like fighting Boko Haram, where you can be surprised at any time, even with a child who is carrying a bomb coming closer to you. And so with all of this, you realize that though the military is not finding it easy going, but we're saying here that with the human rights abuses, it's a matter of curbing. If the US is taking that kind of measure, it's a matter of letting the government know that, but you could caution the military not to be too barbaric the way they are. Because if you look at it, people don't understand the consequences of the actions when it comes to abuse of human rights. Now, with the sporadic shootings and the presence of the restoration fighters in Boya, for example,
what happens? Because military could not know the direction that they went to, because when they came in, they came from the quarters and then disappeared through the quarters. But in simple military intelligence, those kind of people don't stay in the quarters. They come from the bushes to carry out their actions and disappear. Now, when they move, they cannot move on the main road, on the open road, because you can easily pick them up and shoot. So they too are intelligent. So when they take shortcuts into the quarters, it becomes abnormal for a military now, because you don't know the road that they took. You start breaking houses and moving students out. You understand? That should tell me where the Ambazonian fighters are. I mean, these are students who came to study. What is the effect? If we don't take it critically, the rights of the students too have been abused. And some of them will be afraid after being incarcerated, might rush out of Buea when they have been attending school, and so it will affect even the school turnout. That school was gathered to return to Buea. So it has a lot of effects that the US of A is just telling the government that it is true, you are fighting people that are wanting. Any nation normally will want to put order, so that you will not want to hear disorder left to right. But the question is, what methods are we using is what counts a lot. And so that's why we say that there is abuse of human rights on both sides, but the government has the upper hand to put the abuse of human rights under control. And we think that in a case, I've been telling people here that when you look at the number of restoration fighters increasing in their numbers, it is because of the action put in place by the military. When the military burn houses, the man whose house has been burned, the only legacy they have in the village, gets angry and says, I will revenge. What does he do? He moves into the bushes to join. So if 10 fighters were killed, and you get into a village, you burn more than 20 houses. In those 20 houses, if there are about 2 boys per house, it tells you that more than 20 fighters have replaced the 10 that were killed. You could imagine the analogy. These are things I expect even the intelligence service and the Ministry of Defense to understand. And if they understand this, the brutality, the burning of houses, and the random killing will reduce. Now it could be targeted killings. Because when you kill a fighter, we will not call it abuse of human rights, because probably he's holding a weapon and you are holding a weapon. But now, if you shoot at random, because you don't know who is who, out of fear, as a military man, you just suspect that this should be Ambazonian fighters, and you shoot before discovering later on that no, this one is a reverend father, no, this one is a priest, no, this one is a pastor. They have already died. And so you see the human rights abuse record keeps increasing, whereas it will be managed from the initial stage due to the intelligence service from the Ministry of Defense. Ok, Apollinaire Kemenye, pour vous, c'est une façon de dire au président qu'il faut résoudre cette crise qui dure depuis plus de 2 ans déjà. Effectivement. Parce que perdre près de 9 millions, c'est pas rien. Hein. Effectivement, je pense que c'est une manière d'attirer l'attention du gouvernement, de mettre sur pied une politique de peut-être une autre politique. Parce que tout ce qui a été mis sur pied depuis rien n'a été fait, ne semble pas aller, parce que le gouvernement ne veut pas comprendre que il y a un dérive. Il y a un dérive. Ce n'est plus ce que nous avons à l'époque appelé marche peut-être des avocats ou bien peut-être des enseignants. Oui, on a dépassé ça. Maintenant, il faut aller au-delà de compréhension pour faire en sorte que le gouvernement puisse aller dans le sens de la décentralisation. Ouvrir une porte de dialogue, de sortir dans ce sens où il y aura les Ambazoniens et les tripartites ensemble avec les religieux pour sortir le Cameroun dans cette situation que nous sommes en train de passer depuis longtemps. Les États-Unis ne veulent pas seulement mettre sur le Cameroun ce que vous avez appelé le truc. C'est une manière de dire que les relations vont toujours continuer, mais qu'ils puissent vraiment aller dans le sens de dialogue pour sortir notre situation dans ces conditions où nous passons plus de 2 années avec ce que nous connaissons au sud-ouest et nord-ouest, avec la violation des droits de l'homme, que ce soit du côté des Ambazoniens ou du côté de nos forces de l'ordre. L'État doit pouvoir trouver un consensus, faire en sorte que ça puisse s'arrêter. Ça puisse s'arrêter effectivement, parce qu'on en a marre et on va quitter ici ce chaîne de plateau, et demain on reviendra toujours parler que l'État en question, le chef de l'État, s'il peut m'écouter en 1 minute, si vous me permettez, je m'aimerais adresser une minute de parole au président de la République, un message en direct de la présidence en tant que président d'un parti politique pour attirer son attention, pour que vraiment, s'il puisse m'écouter, je pense qu'on peut sortir le Cameroun dans cette situation d'obscurantisme. Mais je veux dire au président de la République du Cameroun, son excellent Paul Biya, vous aviez des conseillers, je n'en conviens point.
mais les conseillers que vous êtes avec eux, Monsieur le Président, il faudrait que vous compreniez que les hommes politiques vous interpellent pour que vous compreniez qu'il faut sortir le Cameroun dans cette situation tout en ouvrant un port de dialogue avec l'esprit que je vous connais très bien en tant qu'un séminariste que vous êtes. Oui, c'est un séminariste, il a un cœur. Donc, oui, vous le riez, c'est un séminariste. Bien sûr. Oui, c'est un séminariste. Donc, je suis en train de l'interpeller, le président de la République du Cameroun, d'ouvrir un port de dialogue avec les religieux, de ne plus laisser les armées, parce que l'armée camerounaise, monsieur le président, est en face des invisibilités. Ils ne savent pas avec qui où aller. Et ils doivent comprendre que le président de la République du Cameroun doit arrêter et adresser un message avant le 10 février, pour que vraiment les Camerounais sortent dans cette situation où ça dure depuis longtemps, pour que le 11 février, dans les 10 régions, les gens puissent aller défiler pour la fête de la jeunesse nationale. Voilà, ce que vous voulez dire. Édition. Oui, d'abord... oui, merci. Je voulais emboîter son pas pour dire dialogue. Moi, j'ai une autre approche. Oui. On aurait dû, et il est temps qu'on laisse, le président doit envoyer un émissaire auprès du cardinal Toumi. J'appelle ça monologue. Et il ne faut pas fausser l'idée d'origine. Mes origines viennent de mes parents. Même si je suis né dans la zone anglaise, mes origines viennent de mes parents. C'est pour diluer le problème qu'on dit, ben, ceux qui sont nés là-bas ne sont pas anglophones ou quoi. Non. Que le monologue ait lieu entre les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Eux-mêmes apportent les propositions à la solution du problème. Ça peut se passer un peu partout dans toutes les autres régions parce que ça concerne le Cameroun. Et ceux qui nous cantonnent au Cameroun depuis les Allemands, avant les Allemands, nous nous appelions quoi? Chacun était chez lui. Camareuse. Chacun était chez lui. Non. Avant même la visite des Portugais, nous nous appelions quoi? Donc, on se cantonne seulement à... On est devenu un sous la période allemande avec Cameroun, avec K, ensuite avec les Français. Donc, j'ai suivi des gens dire, on est un, mais chacun ressort. Il y avait une organisation des rois avant que nous ne soyons un État, un pays. Et chaque royauté avait son organisation. Comment les gens étaient impliqués au développement de la région. C'est ce que nous demandons dans la décentralisation. Que le président de la République envoie un émissaire, comme il en avait envoyé auprès de Fundi. Qu'il envoie un émissaire auprès du cardinal Toumi et qu'il relance son mouvement et qu'on dise à Omer et Kémé de fermer la bouche. Ekema. De rester tranquille. Celui qui viole les droits humains, quand il va sceller les boutiques, ce n'est pas son rôle. La revendication est reconnue internationalement, pourvu que ça concerne les droits humains. C'est au contraire l'interdiction de marcher sans casque qui est une violation du droit. Ok. Bien, tout à l'heure, vous avez posé une question à mon copanéliste sur la pression qui est exercée sur le Cameroun. Oui. Et je crois qu'il y a effectivement une pression, une intense pression sur le Cameroun. Mais pression pour résoudre définitivement? Non, oui, je ne pense pas. Non, je ne pense pas du tout. La pression, ce n'est pas ça? La pression n'est pas celle de résoudre la crise anglophone. Elle n'est pas non plus celle d'arrêter la guerre. Oui. Elle est une injonction donnée au Cameroun à travers cette réduction de respecter le droit de la guerre, de respecter la Convention de Genève. Donc la guerre peut continuer, mais il faut respecter... le Cameroun a le droit, l'armée camerounaise et l'État du Cameroun a parfaitement le droit de préserver l'intégrité de son territoire. Que la menace vienne de l'intérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur. Et dans le cas actuel, la menace vient de l'intérieur et l'intégrité du territoire est menacée parce qu'il s'agit bien
de la sécession, du séparatisme. Nous avons un problème d'une crise. Non, malheureusement, on risque de se perdre dans le débat. Actuellement, et je crois qu'on a un copaniste anglophone, non, il est pas seulement, tout à fait clair avec moi qu'il y a une question seulement séparatiste actuellement. Non, Georges, c'est pas seulement le nord-ouest et le sud-ouest, hein. Il y a aussi le nord. Oui, au nord, c'est plus au nord et à l'est. des États-Unis. Oui. Au nord et à l'est. Là, ça vient de là, c'est une infiltration. C'est une infiltration des bandes armées qui viennent de quelque part. Mais ils n'ont jamais revendiqué la séparation du Cameroun en deux pièces. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc, cette décision des États-Unis, si elle est confirmée, c'est pour demander à l'État camerounais de respecter les conventions de Genève qui ont certains principes qui devraient être respectés par tous les États signataires. Et il y a également un droit de la guerre que tout État soucieux de faire la guerre devrait respecter. Ce n'est pas une façon pour les États-Unis de demander au Cameroun d'arrêter la guerre. Si c'était le cas, le gouvernement américain aurait tout simplement adressé une correspondance au Cameroun d'arrêter le massacre. C'était de demander, il était question de demander à l'État du Cameroun de résoudre la crise. Je crois qu'il y aurait eu une sortie tout à fait officielle de la part du gouvernement Trump en demandant aux autorités de Yaoundé de résoudre au plus vite cette guerre. Donc je pense qu'il s'agit tout simplement d'une pression, mais oui, une pression qui concerne le respect des droits de l'homme en conformité avec les conventions et les traités que le Cameroun a souscrits sur le plan international. Il y a une chose qui nous a échappé. Pourquoi cette injonction-là maintenant? N'oubliez pas la marche blanche s'est soldée par des événements. Où est le rapport? Où est le rapport avec la crise? Je dis, non, c'est pas... L'injonction, c'est pour les droits humains. On n'a pas parlé de crise anglophone. Ils veulent pour violation des droits humains. Et c'est précis. Et les violations des droits humains ne concernent pas la crise. Non, ils ont été précis, vraiment. Ils ont été précis. Non, la crise anglophone et l'extrême nord. Nous avons élargi le champ. Ils ne l'ont pas dit. C'est les réseaux sociaux qui nous le disent encore. Et c'est pour ça que depuis, je dis que si c'est confirmé. Mais en l'état actuel de l'information, il s'agit des zones anglophones et de l'extrême nord. Pourquoi maintenant? On parle de droits de l'homme de ceux qui sont détenus. Pourquoi maintenant? Mais écoutez, pourquoi les droits humains? Pourquoi les violation des droits humains? The droits humains. Just to cue in and to let my brother, for example, our political analyst here, who's like, our brother was talking about we are in war, and he says no, we are not instead in a crisis. No. When I say we are in war, why do we say so? You can determine a war or a crisis depending on the weapons used. You get the point. If you look at armored cars being used in the northwest and southwest, just like in the far north, you don't call it a crisis. It's war. That's what I mean. You weigh, when you say crisis, when it's light. You could use probably water cannons in a crisis. You could use rubber bullets in a crisis. But where you have machine guns mounted on pickups, you have armored cars, you are already in war. Now, coming back to the issue of abuse of human rights, we should be honest. We should be able to understand that America was not limiting the human right to northwest, southwest. Of course, we understood the video where women and children were killed in broad daylight. You understand? And it went viral until the Minister of Communication said, no, it did not happen here, it was in Mali and other like. Now, you know that suspects of Boko Haram, when they are arrested, the military does not have time to keep them. They maltreat you and kill you on the spot. In the northwest, southwest, when they catch a suspect or even a Boko Haram fighter, as he say in the war convention, if you catch somebody who is an opponent during war, if he surrenders or you wound him, you don't go even to the hospital to finish him and kill him. You take him to your barracks under custody and treat him. When he gets well, he could even tell him more about where the other enemies are. Now, but as our fellow journalist is saying, the moment the military steps on a presumed fighter, if they catch you alive, they beat you to death. If not, there's nothing like surrendering. That's why the fighters too decide to fight till death, because they know that's why you see the disarmament committees finding it difficult, because there are people who might be thinking of laying down their arms. But the question is, are we sure that what transpires when we meet the military and we are killed, are we sure the same thing will not happen to us? So you see, it's an abuse of human rights that cuts across the entire military corps, be they those operating in the extreme north or far north region of Cameroon, or those operating in the northwest and southwest region. And so it's a whole system that needs to be put to order by the defense forces. That look, if you catch somebody who is a suspect as a separatist fighter, instead of killing him, send him to Yaoundé. We could finally interrogate him and he could tell us more about. But when you catch him, you kill on the spot. You catch him, you kill on the spot. Now, when the fighters too, by error, to stumble over a military,
they too, you see, they go even to beheading, which is very bad, and killing. And these are always said that these are things that the military, as I said earlier, is an upper hand. When the military behaves responsible, the responsibility triggers down. And the separatist too, even if he catches the military, he too feels he behaves too in a softer manner. But if he discovers that a fellow colleague too was killed brutally, in this aspect of revenge, he loses the sense of morality, and he too goes the same way. At the end, you see the abuse of human rights coming in. Thank you. Voilà, Apollinaire, le Cameroun a intérêt à prendre au sérieux cette alerte, on va le dire comme ça, non, les États-Unis. Exactement, M. Serge, le Cameroun est en train d'être dans les dérives. Et que si le président Paul Biya n'est plus, c'est lui que j'interpelle. C'est lui le seul à pouvoir mettre fin à cette situation. C'est le chef des armées. On va, comme je vous ai dit ici sur le plateau, après on doit quitter. Mais le chef de l'État doit prendre une décision. Avec tout ce qui se passe, c'est depuis plus de 10 jours, tout est fermé au sud-est, au nord-ouest. Les gens vivent en bout, les gens souffrent. Et que le chef de l'État doit arrêter tous ces désordres et mettre fin à ce que ça ne puisse plus aller dans le sens où les gens sont que cachés que dans les brouses. Tant que le chef d'État ne prend pas le commandement de dire qu'il est temps de pouvoir mettre fin à ça, M. Semer, M. Serge, sud-ouest et nord-ouest, sans vous mentir, ça ne pourrait jamais, comme le grand frère l'a si bien dit, si le chef d'État ne peut pas envoyer un émissaire chez le cardinal. Nous sommes ici pour interpeller, conscientiser les responsables politiques et ceux qui sont les citoyens, qu'on puisse vivre dans une société où il y a le droit de l'homme, où il n'y a plus de meurtres, où il n'y a plus la criminalité. Nous n'allons pas admettre que ce qui se passe dans d'autres pays, avant on vivait la tranquillité dans notre pays. Voilà, aujourd'hui, nous vivons une résurrection où on ne sait pas où ça vient. Donc, de trois fronts. Donc, en Gaoundéré, on kidnappe les gens pour de l'argent. Et à l'extrême nord, avec Boko Haram, le chef de l'État. Et à l'est, chers frères, que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, fait en sorte que c'est lui le seul à savoir s'il peut descendre sur Douala, à savoir s'il peut descendre à Bamenda, à Bafoussam, à Limbe, pour pouvoir, ne serait-ce que se montrer. C'est ce que les gens du sud-ouest, du nord-ouest demandent. S'il peut aller seulement vers là-bas, vers ce peuple-là, aller dire que bon, voilà, vous voulez quoi de moi? Mais voici donc à Bamenda, mais voici donc à Boya, mais voici donc à Douala. Maintenant, à partir de là, maintenant, nous sommes en train de préparer une festivité mondiale qui est la Cannes, d'ici quelques années, d'ici quelques mois, pardon. Et si déjà cette année, nous ne parvenons pas à s'en sortir dans cette crise-là, comment on doit, déjà en 2020, ou on ne peut pas en 2021, avec cette situation lamentable? Donc si déjà nous ne parvenons pas, en cette fin de cette année 2019, à sortir dans cette crise, dans cette situation d'obscurantisme et primitif, je vous dis très bien que la Cannes que nous préparons, tant qu'il n'y aurait pas la stabilité dans le sud-ouest et nord-ouest, Monsieur Serge, je ne crois pas qu'il y aurait cette festivité footballistique dans notre pays. Jean Semé, je vais vous lire ce passage, toujours venant des États-Unis. Ils disent qu'ils ont informé le gouvernement camerounais que le manque de progrès et de clarté au sujet des actions entreprises par le gouvernement en réponse à des allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l'homme pourrait entraîner une suspension plus large de l'aide des États-Unis. Oui. Bon, les États-Unis ne sont pas prêts à s'arrêter après ceci. Ce passage que vous venez de lire me conforte, me donne raison dans tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, il s'agit d'une pression qui pousserait l'État du Cameroun à respecter les droits de l'homme. Et respecter les droits de l'homme en matière de guerre, c'est de respecter le droit de la guerre et la Convention de Genève qui est assez contraignante pour tout État qui l'a signé. Et c'est vrai aussi, il y a un volet politique extrêmement important à soulever là-dessus parce que le gouvernement Trump a parfois eu des rapports très tendus avec certains présidents qui ont duré au pouvoir, dont le président camerounais. On l'a vu avec ces sorties que je vais quand même qualifier de malencontreuses, mais d'extrêmement pertinentes et directes de l'ambassadeur des États-Unis qui a clairement dit au président de la République qu'il fallait qu'il pense à transmettre à l'alternance. Il a parlé de l'alternance à cette époque. Donc, tout ça entre dans une démarche d'abord militaire, mais également dans une démarche politique de la part des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que les Américains mettent en embargo un État pour des raisons militaires, ou alors suspendent ou réduisent leur
leur aide militaire. Mais c'est inédit au Cameroun et ça rentre en droite ligne de la situation de pourrissement que nous vivons aujourd'hui dans les régions que nous venons de citer. Est-ce que le gouvernement camerounais en tirera les conséquences politiques? Certainement, c'est le vœu de la plupart des panélistes sur ce plateau, mon vœu également. Est-ce qu'ils en tireront donc bénéfice de cette pression qui est exercée par les Américains? Bien, peut-être les prochaines semaines nous en dirons davantage. Il y a justement des gens qui pensent qu'au regard de ce que les États-Unis ont fait au Vietnam, en Somalie, qui sont très loin de parler du respect des droits humains, de donner des leçons dans ce sens. Oui, ben, c'est à peu près la loi du plus fort. Oui. Si je suis plus fort dans la jungle, lion, je ne vois pas le chat me reprocher ma soif de toujours me servir du repas du chat. Mais, au lieu de placer le débat là-bas, nous sommes, les pays africains constituent un marché de produits manufacturés. Si les États-Unis, l'Europe et les autres n'écoulent pas suffisamment leurs marchandises, produits manufacturés, à cause d'une absence de pouvoir d'achat, ça leur crée des problèmes sociaux là-bas et économiques sur le plan des affaires, parce que leurs multinationales n'arrivent plus à réaliser des gros bénéfices pour envoyer de l'argent là-bas. Ok. Bonsoir Nadine Niambo. Bonsoir Serge-Alain Autou et bonsoir aux invités d'Equinox Soir. Voilà, vous êtes là une fois de plus comme tous les vendredis pour illuminer le plateau Equinox Soir. Au menu ce soir, Nadine. Ce soir, Serge-Alain Autou, nous reviendrons sur ce mouvement d'humeur des commerçants au marché central de Yaoundé. L'espace marchand était le théâtre d'un affrontement entre agents de la police municipale et commerçants. Tout en fait partie de l'interpellation et la confiscation des marchandises d'un vendeur. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme. En politique, les jeunes souhaitent davantage participer à la vie politique de leur pays, mais le contexte social constitue donc un frein à l'occasion de la fête de la jeunesse célébrée qui se célèbre le 11 février prochain. Ces jeunes interpellent Elecam à plus de responsabilités. Et que cachent donc les sanctions militaires américaines contre le Cameroun? Des experts des questions de sécurité affirment que le Cameroun paie le prix des exactions des forces de l'ordre sur le front de guerre contre le terrorisme. Il précise que cette décision a de graves répercussions sur le plan économique et même technique. Des éclairages que vous écouterez tout à l'heure au journal de 20h. Et puis hors de nos frontières, nous reviendrons sur la démission de Guillaume Soro à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a annoncé sa démission ce mercredi au cours de la session extraordinaire qu'il avait lui-même convoquée. C'est donc tout pour l'essentiel. C'est Serge-Alain Autou. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Niambo. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. Directement à Abidjan, où après 7 années passées comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbofori Soro a décidé aujourd'hui d'abandonner la présidence de l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous, Nadine Niambo. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Autou. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur. Toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, Apollinaire Kamenier, Georges Semé et Begani Abek. Dites-moi, je commence avec vous. Vous avez regardé le discours de Guillaume Kigbofori Soro. L'attitude, surtout des 245 députés présents. Qu'avez-vous à dire? Le calme absolu. Ben,
j'ai quand même senti que Guillaume Soro était sous une sorte de pression. Oui. Pression de qui? De quoi? Par le passé, le président de la République avait annoncé lors d'un événement sa démission, oui, et aurait envoyé des émissaires pour recevoir cette lettre de démission que Guillaume Soro n'avait pas pu juger utile de le faire sous cap. Il a voulu le faire devant l'Assemblée nationale, qui est une institution, et je vois là quand même un respect des lois et non de la discipline du parti. Parce que vice-président du parti d'Alassane Ouattara, qui est en train de se mouvoir, de muter en RHDP. C'est justement pourquoi il a pression, il n'a pas voulu intégrer le RHDP. Oui, oui. Donc, ils sont rentrés en désamour. Oui. Puis, en gentleman, il a jugé utile de sortir par la grande porte devant l'Assemblée que de déposer une démission sous cap. Ok. Jean Semé, il a dit aujourd'hui, Guillaume Kigbafori Soro, accepter de démissionner pour éviter une crise institutionnelle majeure en Côte d'Ivoire. Oui, mais surtout, il a également dit qu'il va poursuivre l'aventure de ses convictions. Donc, ça veut dire que il y avait déjà une certaine tension perceptible au sein du RHDP qui regroupait non seulement le PDCI de Konan Bédié, le RDR d'Alassane Ouattara et l'ensemble des forces nouvelles et d'autres micro-partis qui ont bien voulu rejoindre cette plateforme. Et je pense que ces convictions ici, c'est de challenger certainement les autres candidats qui seront présidents à l'élection présidentielle de 2020 qui se profile à l'horizon. Et à l'âge de 46 ans, je crois que il a déjà la stature d'un présidentiable parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre d'État, il a été Premier ministre. Et je pense que pour lui, selon ses convictions, il est désormais temps de se présenter dans le cadre d'une élection plus élevée que les missions qu'il a remplies jusqu'aujourd'hui. Mais ça dénote quand même des situations assez électriques dans le microcosme politique de la Côte d'Ivoire, parce que les poids lourds de la politique ivoirienne sont aujourd'hui en porte-à-faux avec l'arrivée, avec cet élément nouveau sur cette gesticulation que l'on observe au sein du FPI avec ces petits bruits de retour de M. Gbagbo et ce nouvel engouement que l'on observe au sein du militantisme FPI et le RHDP qui s'est transformé en un parti politique. On observe donc cette tension au sein des poids lourds politiques de la Côte d'Ivoire que sont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Kigbafori Soro, avec en toile de fond en filigrane le spectre bien évidemment de Laurent Gbagbo. Donc il a démissionné du poste de président de l'Assemblée nationale. Certainement ça sonne le glas de sa participation au RHDP et la suite c'est certainement que dans les prochaines semaines, pourquoi pas, qui se présente comme le challenger de l'élection présidentielle parmi ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Autre petite phrase de Guillaume Kigbafori Soro aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il dit Faelvis, je veux laisser le souvenir d'un homme de conviction. Guillaume Soro, c'est un homme de conviction pour vous? Yes, I think that when you look at the part Guillaume Soro is playing now, these are what we call them people who follow first their conviction, which is true, and also those who foresee the political evolutions in Ivory Coast ahead of time. And that's why we say sometimes that it is preferable you leave power than for power to leave you. Oui. And so he is working out a mechanism. And of course, you know, with his popularity, having been Prime Minister, of course, now Speaker of the National Assembly, having been Minister itself in Ivory Coast, one thing is for sure that he knows that Ivorians understand the capacity he has when it comes to leading the country. And you understand that when you are the President of the National Assembly, obviously you are limited because you must work with the President's vision who is in place. And so you must follow the footsteps and the things given to you by Alassane Ouattara, who is the current president. And so your own conviction cannot clearly be seen by the Ivorians. And so any good thing you do, for example,
praises will only be given to Alassane Ouattara, who is the boss as far as the presidency is concerned. And so I will fully agree with the fact that Guillaume Soro is following his convictions, and that conviction, if care is not taken, because Guillaume Soro has looked at the politics. Now that International Criminal Court is releasing Gbagbo on conditions of not returning back to the country, because Gbagbo is the only person that if he comes in, Guillaume Soro will know where to be found. He knows. And of course, because of this, he now is playing the first part of it in politics, which means you take advantage of the situations around you to make your way through without hurting each other. That is matured politics. And so, knowing fully well that Gbagbo will not be able to come back as per the prescription from the ICC, and then he himself wanting to follow his convictions with his own policies, the way the government should move. It now tells you that though he's a speaker of the national of the House of Assembly in Ivory Coast, but the fact that he only takes orders coming from the presidency and then to execute, or laws that come from the presidency to make sure that they go through the National Assembly, still means that he is not working on his own. And so, with this conviction, I am not surprised that in 2020, any moment from now, we'll see him now showing to us what that conviction is. And the conviction certainly will likely be for him to stand now to contest for the presidential race. And of course, with his popularity, I am not doubting. So it's another problem now on the side of Alassane Ouattara, which he has to work doubly hard. Because if you look at the speaker who is just leading, Guillaume Soro, is not a lightweight. It's not someone who can take lightly in the Ivorian politics. And so it means that double work has been given to Alassane Ouattara, that if he is not very, very careful, he might not get it. And I know that as a technocrat, as Guillaume Soro is, he will want to weigh down on the points that favor Gbagbo, so that he wheels all the supporters of Laurent Gbagbo, including his own supporters, to challenge now the supporters of Alassane Ouattara, which would be very dangerous for Alassane Ouattara. Ok, dernier passage de Guillaume Kigbofori Soro. J'ai sacrifié mon poste pour la paix en Côte d'Ivoire. Apollinaire Kemenye. C'est une stratégie. Comment comprendre ça? Il dit qu'il a sacrifié son poste pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça c'est une stratégie. Si c'est maintenant, la Côte d'Ivoire pouvait sombrer une fois de plus. Non, non, ce n'est pas. Il a une vision politique. Il voulait sortir sur la grande porte. Donc pour lui, avec cette vision stratégique, il ne voulait pas rester et sortir avec l'humiliation, parce que déjà avec l'arrivée de Gbagbo et autres. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Gbagbo? Déjà, non, on n'a pas dit qu'il est là. Il voit déjà de loin. C'est une visionniste. Oui. C'est un homme politique. Il sait ce qui pourrait l'attendre, parce que si je vais aller dans la jeunesse du passé, l'historique de Guillaume Soro, comment avec Alassane Ouattara, ils ont tout fait pour pouvoir. Il est là grâce à Alassane Ouattara. Oui. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara aussi est là grâce à lui. Hein. Bien sûr. Et si aujourd'hui il veut retourner pour se montrer blanc devant le peuple ivoirien, dans la neutralité politique, je crois que pour lui, pour le moment, il est en train de se reposer. Mais pour moi, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer en politique, parce que étant il y a premier ministre. 46 ans. Ah ouais. Mais oui, 46 ans. Non, 46 ans. Est-ce que vous voyez la trajectoire de Guillaume Soro? Mais bien sûr, il a 46 ans. Mais il a ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Plus de 10 ans de fond. La fin, c'est quoi? Hein? Mais je vous la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, il cherche. Mais il ne peut pas être président de la République. C'est le repos, la prochaine. Pour le moment, une vision. Non, je veux dire une seule chose, c'est que Guillaume Soro, maintenant, est en train de jouer ce qu'on appelle une vision stratégique politique pour se préparer pour revenir, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'il prépare un retour qui va se retourner contre lui. Voilà ce que je voulais dire. Ok, Begeni, dites-moi, Alassane Dramane Ouattara, dans tout ça, lâché par Henri Konan Bédié, on vient de le voir aussi avec Guillaume Soro, Laurent Gbagbo qui définitivement est acquitté, il est libéré, mais il y a encore des points de suspension. Est-ce que Alassane Ouattara aura une quelconque chance en 2020? 2020, même comme il ne s'est pas encore prononcé. 2020, il a dit qu'avec la nouvelle constitution, qui n'a pas un effet rétroactif, oui. Il ne lui est pas empêché d'être candidat. Oui. Il l'a dit. Mais seulement, il a déclaré qu'étant au Fonds monétaire international, il avait des revenus qui étaient supérieurs à
celui de Bill Clinton. Donc il n'a plus rien à chercher. Il a déjà montré aux Ivoiriens ce dont il était capable. La Côte d'Ivoire n'a pas que Alassane Dramane Ouattara. Pour ma part, il a fait le départ d'Henri Konan Bédié, qui a vu venir les intentions du président Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il faut qu'on laisse la place aux jeunes? Non seulement il a dit, mais il a fait un revirement. Par rapport à ce qui s'était décidé en 2010. Oui. Et quand il déclare que la Constitution ne le barre pas, il peut revenir. Il a déjà décliné ses intentions. Quand il est en train d'élargir, de constituer un parti unifié autour de qui? Sans doute de lui. Pour ma part, ceux que Dieu a gâtés ou la nature a gâté doivent savoir dire à un moment donné: j'ai fait ce que j'aurais pu faire, je me retire proprement. C'est une vision gargantuesque s'il veut encore revenir. Qu'est-ce qu'il va redonner qu'il permette aux autres de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire. Je dirais pareil pour Guillaume Soro. Si j'étais à la place de Soro, j'ai eu des avantages. C'est maintenant que je dois me mettre au service du peuple. Rentrer dans les ONG, rentrer dans les associations, financer les projets d'adduction d'eau, etc. etc. Oui. Non, si le peuple a encore besoin de lui, c'est ce qu'il a dit. Si le peuple a encore besoin de lui, il dit: reprends le pouvoir. Ok. Et Jean Sémé, comment comprendre ça? On pourrait s'attendre à quoi? Une alliance entre guillemets, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié et peut-être les prisonniers de la haie? C'est-à-dire qu'ils pourraient donner leur soutien à cette éventuelle coalition Soro, Henri Konan Bédié contre Ouattara. Votre question est très pertinente et je vais vous répondre cash. Avec la démission de M. Soro, nous entrons dans une situation politique extrêmement floue en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a eu cette prise d'indépendance d'Henri Konan Bédié du PDCI par rapport au RHDP. Il y a eu cet événement qui est extra Côte d'Ivoire, mais qui concerne quand même la Côte d'Ivoire avec l'acquittement de M. Gbagbo et Blé Goudé. Il y a eu bien avant ça l'arrêt des poursuites contre Madame Gbagbo, qui a repris les rênes du PDCI avec malheureusement avec Abdourahmane Sangaré qui est malheureusement mort après. Qui est parti. Mais il y a ce nouvel élément qui rentre en compte. Vous mettez Pascal Affi-N'Guessan où? J'en viens. Il y a eu ce nouvel élément qui est cette démission de Soro comme président de l'Assemblée nationale. Mais il y a d'autres faits extrêmement pertinents et vous venez de le relever. Il y a un rapprochement entre le PDCI et le FPI. Et vous savez que Alassane Dramane Ouattara a eu le temps de diviser le FPI entre-temps. Il y avait la partie radicale qui était représentée par Abdourahmane Sangaré et il disait Gbagbo ou rien. Et de l'autre côté, il y avait Affi-N'Guessan qui avait plutôt une tendance assez molle, qui représentait une tendance assez modérée. Mais est-ce que Pascal Affi-N'Guessan, en fait, c'était pas... C'est-à-dire que, comme on dit très souvent, la nature a horreur du vide. Il fallait quand même quelqu'un... Non, je pense qu'il était dans le FPI. Il était dans le FPI sans tout à fait y être, parce qu'il ne servait plus les intérêts du FPI comme le voulait Gbagbo. Il faut quand même rappeler, Jean Sémé, que c'est le FPI de Pascal Affi-N'Guessan qui est reconnu. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que voilà, c'est pour ça que je dis que Ouattara a joué la carte de la division. Il a divisé le PDCI, il a divisé le FPI et il a formé un parti politique au-delà de la plateforme qui avait été créée lors des accords de Daoukro, je crois. Oui. Il a créé un parti politique et ça n'a pas du tout plu à ses alliés d'hier que sont Soro et Bédié. Et il y a une autre situation floue que je vais relever, c'est celle de la position d'Alassane Dramane Ouattara même, parce que on reste sur sa dernière idée de ne pas se représenter. Mais je pense que dans les officines même du RDR, on est en train de chercher un subterfuge pour que Alassane Dramane Ouattara se représente en 2020. Et je ne serais pas surpris qu'il revienne sur sa décision de ne pas se représenter. Donc, la situation est extrêmement floue avec tout
le cocktail politique, sociopolitique que je viens de décrire, et la démission de Soro vient me conforter dans cette thèse, et je pense que dans les prochains jours, certainement, malgré qu'il ait démissionné et malgré qu'ils disent qu'ils veulent plus se rapprocher du peuple, je pense qu'il va se positionner en candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et Elvis, Guillaume Soro, il a décliné sa trajectoire, ministre d'État, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il y a 3 points de suspension là. Il manque un dernier point, c'est quoi? La présidence de la République. Yes, that's why I disagree a little bit with our panelists from the civil society, and just like the political analyst by my side, you know. Now, est-ce qu'il a plus de chances d'être président de Côte d'Ivoire parce que Gbagbo et Blé Goudé sont maintenus de l'autre côté? Yeah, the main point here is that though Blé Goudé and Gbagbo are not there, the fact that you have been prime minister does not mean that you have enormous powers to put your own projects through. Right. Now, sometimes we say that in the African parlance, you will say that it's good to join the dance when it's still hot, in the traditional setting of the African parlance. Right. Now, you realize that this is someone who has foreseen that he has the opportunity as of now. In the next 5 or 10 years, he will not have the same opportunity. If he said let him go and rest and then he might come back, there might be other powerful youths who will come up and he will not even have the day of light. So what is he doing? He has seen the opportunities clear. He has watched the evolutions and has been able to foresee what holds between now and the upcoming presidential elections. And of course, in an honorary manner, as I said earlier, it's good for you to leave power than for power to leave you. And so, as he has done in an honorary manner, because of his portfolios put in place, he can fully tell Ivorians that, okay, the fact that I have done this when I was prime minister, though executing orders from somebody else, the fact that I have been able to do this as the Speaker of the National Assembly in Ivory Coast, the fact that I've been a minister, for example, but I think that if you put me now as the president, I'll be able to have the powers to do even more. It's a simple campaign strategy. So long as they were satisfied with what he did when he was prime minister, what he did as a speaker, and what he did as a minister, it gives him an upper hand. That's why I'm saying that for the simple fact that he knows clearly that Gbagbo is absent, Blé Goudé, they are absent from the scene, gives him an upper hand. And of course, you know, in politics, everybody has a right to vie for any position. And so if, for example, some people say he has done a lot, he should rest. 47 years, he still has enough to do. And I think that for him to resign, because it's difficult in African politics to find even a speaker taking that risk to resign, because it's a risk. If you resign and you don't make it, you will end up with him. But if he wins, all right, you'll be able to have an upper hand. You know, we have, like we are talking about the party splitting apart, and also having the issue of, because we still have pro-Gbagbo supporters who are not still happy, especially as Gbagbo is not even able to come in. And so there are still some grudges between pro-supporters of Gbagbo and, of course, supporters of Alassane Ouattara. And so these are issues that are still burning on the ground. And so if we give the chance now, for example, to Guillaume Soro, which he knows, one of his major assignments will be to bring about unity and to quell down the conflict that might still come back sometime. And so I think he has a mission, and he who wears the shoes knows where it's pinching. So if he says he's coming out, probably to now follow his conviction, I am sure that he has worked it carefully as an old politician and as someone who masters the governance policy in Ivory Coast, that coming back as a president, he will bring out a change. Objection? Pourquoi? Allez-y. Objection parce que Guillaume Soro, Ouattara, Gbagbo ne sont pas les seuls Ivoiriens. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Si il faut assainir la scène politique et faciliter la renaissance, ils doivent se rencontrer à trois et se retirer de la scène politique. Ils laissent les autres Ivoiriens prendre la politique. Ils ont déjà eu tous les honneurs. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. S'ils continuent à aller là-bas, ce n'est plus dans l'intérêt de l'État. Vous parlez des Africains pour assouvir tous les Africains. Objection. Tous les dirigeants. Ah bon? Ils doivent avoir ce comportement-là. Ok. Mais il parle ici. C'est ça qui entretient les crises. Et c'est ça qui entretient les guerres. Je vais répondre. Quand vous avez fait votre temps, vous quittez, vous laissez la place aux autres. Ce qu'il dit, c'est pertinent, M. Serge. Je ne pense pas qu'aujourd'hui en Afrique, on doit s'interner au pouvoir
des années en années. Ce n'est pas... On peut faire 2 ans de service dans l'administration, même on quitte le pouvoir, on peut s'en occuper des nécessités. Déjà plus de 10 ans en fonction de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois pas pourquoi, si il a pris sa retraite, il faudrait donc qu'il se prépare pour revenir. C'est pourquoi je vous ai dit que... Attendez, monsieur Semel, je vais revenir. Laissez-moi chuter. Pour dire que le retour, souvent, est très dangereux. Parce que la stratégie de l'autre qui est en adverse, vous ne le savez pas. Vous parlez de qui? De Gbagbo ou bien de... Oui, mais je peux dire sur le débat. Moi, maintenant, ce que je dis donc que s'il a pris l'initiative de prendre un peu de recul avec ce qu'il a déclaré à l'Assemblée nationale, je considère il était face à un dilemme. Ce dilemme, écoutez, je vous en prie. C'est un dilemme, c'est une vision stratégique. Adhérer au RHDP ou démissionner. Il y a même un parti, le parti que sponsorise son petit frère ou son frère, qui l'attend. Mais attendez, je vais chuter. Je veux donc dire que Guillaume Soro doit être stratège en politique. Et il y a un temps pour toutes choses. Il faut prendre sa retraite, même à moins d'âge, pour avoir une expérience politique. À 46 ans. À 46 ans. Ouais, est-ce que vous voyez sa trajectoire? Ministre d'État, Premier ministre, c'est beaucoup de président de l'Assemblée nationale. Il a eu des avantages. Il faut s'arrêter pour avoir ce qu'on appelle... comme Nelson Mandela, il a eu... Sois sérieux. Mais bien sûr, sois sérieux. Permettez à Jean-Pierre. Je crois que vous avez dit des choses extrêmement pertinentes. Vous avez cité quelques noms. Vous avez cité quelques noms. Henri Konan Bédié, Gbagbo, Ouattara et Soro. Mais vous avez, parmi les cadres, il y a 3 anciens présidents. 3 vieux anciens présidents, et vous citez un président de l'Assemblée nationale qui n'a que 46 ans et qui a tout l'avenir politique devant lui. Alors, pourquoi l'empêcher, comme il a dit, de poursuivre l'aventure de ses convictions? L'aventure de ses convictions. Parce que la politique qu'il est en train de mener, il n'a jamais été président. Il y a un obstacle. Vous venez de dire là maintenant, il y a eu un obstacle. Pourquoi l'empêcher? Cette conviction maintenant veut dire que quoi? Veut dire donc qu'il est en train de voir devant lui certaines dérives. Non, et qu'il faudrait donc qu'il se prépare. Il n'est pas en train de la position. Il a déjà servi le peuple. Ça va. Non, il est capable à ce souci de ses ambitions personnelles qui veut être président. Ce suicide politique que vous voulez pour Guillaume Soro, je crois que moi, à sa place, je vous aurais servi une fin de non-recevoir. Il a la carrière politique. Il a la personnalité politique. Mais les autres, il a l'âge. Il a l'assise populaire. Il a l'assise populaire parce que vous savez qu'il est très bien implanté à Boaké. On verra. Et il a même, entre guillemets, les armes. Voilà. Et pourquoi voulez-vous qu'il arrête? Mais c'est donc ça, je vais prendre à votre il arrête sa carrière. Il sait très bien qu'il sera arrêté si le plan de pouvoir. Il sait très bien que si Bleu Coudé, il sait très bien que si vous êtes un président de parti politique, au nom de la certainement vous plaidez pour l'alternance. Vous plaidez pour l'alternance, mais souffrez quand même que quelqu'un qui n'a jamais été président de la République puisse devenir président de la République, égrener peut-être 2 mandats et céder son fauteuil. On ne peut servir son pays quand il est président de la République. Exemple d'alternance en démissionnant son poste de président de l'Assemblée nationale. Oui, pour devenir quoi prochainement. Il a fait les lois pour pouvoir se retirer, comme on dit. Il a fait les lois pour son pays. L'expérience politique en Afrique de la retraite à 46 ans, je crois que l'Afrique est mal partie. Si l'Afrique est mal partie. Comment vous dites vous êtes jeune, vous encouragez les choses comme ça. C'est pas vous qui devez dire ça. Il devient un industriel. C'est pas vous qui devez dire ça, vous êtes jeune que les gens. Il dit même qu'il a quitté les avantages. Le poste est là. Le poste de président. Il est encore vice-président. Non, le poste est une institution. Permettez, Guillaume Soro a quitté le palais aujourd'hui dans sa propre voiture. C'est un bel exemple d'alternance. Il est arrivé sur forte escorte, des 4x4 noirs, il est rentré dans sa petite voiture. Je suis d'accord, je veux nuancer. Il quitte les avantages. Aujourd'hui. Le poste sera pour I think that there's something we're not understanding in the political evolution here. Why do I say so?
when I get our panelists here talk about, you know, he has been this, he has been that, he needs to rest, you know. Now, it beats my imagination at what age? Because this is the leader of a political party. For peace. Now, I know that when you are a president, the kind of powers you exercise are different from when you are not a president. Let peace reign Now, in what am I Abidjan. saying? When my brother says In Ivory peace, Coast. I don't think the people in Abidjan are complaining, because if they are complaining, let James Soro go there and not win, or he goes there and steals the election, we will know that he is against peace. But now, James Soro is in a systematic move, exercising his political right. It is his right to be president. He has never been president before, and so we think that for what James Soro has done, we could be here on the panel. We say he has been prime minister, he has been this and that, but we should note that if you have occupied all positions and you are not the president of that country, you cannot offer much if you have quite enough to offer to the people, because He is your selfish. powers You are know limited. you have quite enough to give to the people of Africa. Non, je crois pas. So in this case, on a political development, Yes. I'm looking at it that from the way we're arguing it, we're Yes, arguing sir. out of the game. Why do I say out of the game? Competition. Somebody They are not out of the game. They are saying that Kabila also, how many years stepped down? Let me explain something. How old is Kabila? How old is Kabila? We step down. The issue is Now, I not. want to know the age of Kabila. No, C'était constitutionnel. No, C'était constitutional constitutionnel. issues first. On a l'âge de Kabila. On Il doit changer. Excusez-moi, changé monsieur par Semer. Monsieur Semer. Non, non. Quel âge monsieur Kabila avait, s'il vous plaît? Franchement, Non, franchement, Guillaume Soro, Soro, Guillaume Soro, 49 ans. Mais alors, mais vraiment, et la vous, Constitution vous ne lui n'encouragez permettait pas? plus. La Ce Constitution n'est pas la ne lui Constitution. Encourager la jeunesse Permettez, africaine comme ça, là. Permettez, Guillaume Soro. C'est pas vous qui devez dire ça. Si, monsieur si, Semer. je le dis. Non, Parce que- encourager quand c'est le Guillaume Soro qui a pris l'initiative de montrer l'exemple à la jeunesse. Merci. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. My worry here is that I would have been worried if Guillaume Soro had been president. Voilà. I would have even said even a fax or a telefax or a fax that please just wait, let other people try. Alors. But for the fact that he had not been president, we are not understanding this thing. In governance and in national issues, the president of a country, the portfolio you wear is different from any other position you wear, because you wield enormous power. So we think that it is his right as an Ivorian by birth to vie in for presidential position. If he is not wanted by the people, they will not vote him. If they don't vote him, it means that they wanted him. Je vais vous rappeler qu'en 2015, Guillaume Soro avait refusé de se présenter à la présidentielle parce qu'il ne se trouvait pas encore mûr. Et on trouve que c'est un mauvais homme politique. Maintenant, il a 46 ans. Il avait 41 ans à l'époque. Oui. Maintenant, il a Monsieur 46 le ans. modérateur, voilà ce Pourquoi que j'ai dit. il J'ai ne dit, devrait hein, pas se présenter. Je ne suis pas contre la candidature de Guillaume Soro. Je dis qu'il peut avoir résurgence de problèmes à Abidjan si les trois se représentent candidats. Oui, oui. Il y aura encore division de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on a oublié peut ressurgir. C'est ce que je dis. Ouattara, Guillaume Soro, Gbagbo doivent s'effacer de la scène politique et laisser les autres. Et vous mettez Conan Bédié où Conan, il Merci, cher monsieur. Merci. C'était intéressant. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous lundi 19h. Rediffusion pour cette édition-ci 23h GMT. Il sera minuit en Kondongo. Nous sommes à Yaoundé.